on fait appel une nouvelle fois au professeur Sihoussine pour nous présenter les troubles sexuels chez le sujet âgé. Et il y a une actualité récente qui est très intéressante, c'est la gestion des troubles du comportement chez les patients qui sont atteints de pathologies neurodégénératives, et j'ai pensé que ça vous serait plus profitable. Merci beaucoup. C'est un problème qui est extrêmement fréquent, hein. Les symptômes psychologiques et comportementaux, moi il se passe pas une journée sans qu'on m'appelle pour essayer, entre guillemets, de calmer un malade dans les services hospitaliers, et donc c'est un vrai problème. Les démences, c'est pas rien. C'est 55 millions de maladies neurodégénératives à l'échelle de la planète. L'Algérie est de plus en plus confrontée parce que c'est une population qui vieillit grâce aux bons soins qu'on leur délivre et un système de santé qui fonctionne encore pas mal par rapport à ce qu'on a plus bas dans le sud, dans la partie africaine. En France, on a autour d'1 300 000 maladies d'Alzheimer et démences apparentées, c'est beaucoup. Les troubles psychocomportementaux touchent un tiers des sujets de plus de 90 ans et on verra de plus en plus dans le futur des sujets de plus de 90 ans, leur proportion va augmenter. En France, les octogénaires étaient rares, ils le sont pratique courante, les nonagénaires sont en train de devenir pratique courante et même les centenaires sont de plus en plus fréquents. Ces symptômes psychologiques et comportementaux font partie de l'évolution des maladies, on les retrouve chez 60% des patients et chez 75% des patients qui sont en EHPAD, c'est-à-dire en institution, en maison de retraite. Et malheureusement, il y a souvent une association de plusieurs symptômes en même temps, ce qui complique la prise en charge. Alors, qu'est-ce que c'est que les symptômes psychocomportementaux? Ce sont des idées délirantes, ce sont des hallucinations, ce sont des symptômes dépressifs, ce sont de l'agitation, ce sont de l'agressivité, ce sont de la désinhibition qui peuvent être extrêmement gênantes dans une famille ou quand vous avez un sujet âgé qui est désinhibé. C'est des comportements moteurs aberrants avec des déambulations incessantes. C'est des perturbations des conduites instinctuelles, l'alimentation, le sommeil. Ça impacte tous les registres de la vie. Alors, l'âge élevé favorise l'apparition de la dépression, de l'anxiété et de l'agitation. Une maladie dégénérative diagnostiquée de manière précoce, c'est-à-dire avant 65 ans, voit plus favorablement, plus fréquemment survenir la plupart des signes psychocomportementaux. C'est un peu logique puisqu'ils ont plus de temps pour s'installer, sauf l'apathie. On constate aussi que l'incompréhension de l'aidant, l'épuisement de l'aidant, c'est-à-dire le conjoint, l'enfant, celui qui vit avec le patient atteint d'une maladie dégénérative, eh bien, augmente la survenue de ces signes psychocomportementaux, d'où l'importance de l'éducation thérapeutique que doivent réaliser les professionnels de santé auprès de l'aidant, qui ne doit jamais être négligé, c'est capital dans les maladies neurodégénératives. Les changements environnementaux sont aussi une circonstance qui favorise leur émergence, c'est-à-dire une hospitalisation, et donc ça c'est un grand classique dans les services hospitaliers français. On parlait de l'ostéoporose. Alors moi je suis régulièrement appelé par mes amis orthopédistes quand ils ont un col du fémur qui chez eux et puis qui fait le bazar, pour parler gentiment, et ils ne savent pas quoi faire, et ils font souvent des bêtises d'ailleurs. Donc ils font appel quand ils prennent leur téléphone et ils nous appellent pour venir donner un coup de main. Ou l'institutionnalisation, c'est-à-dire l'entrée en maison de retraite, qui est quand même une issue qui arrive fréquemment dans les pays développés. La maladie d'Alzheimer est plus fréquemment associée aussi à un symptôme psychocomportementaux que les autres démences. Elle est parfois présente dès les symptômes, dans les moments, dans les périodes prédémentielles, c'est-à-dire avant le diagnostic de la démence. C'est pour ça qu'on a fait, de la même manière qu'on parle de mild cognitive impairment, on a fait émerger le concept de mild behavior impairment, c'est-à-dire que des symptômes psychocomportementaux qui surviennent avant la démence. C'est, comme je vous l'ai dit, la complication la plus impactante, la plus gênante sur l'évolution, le prise en charge, le pronostic et pour l'entourage. Et aussi pour le patient quand il s'en rend compte. Alors, pour les dénombrés, vous savez qu'en gériatrie, on aime beaucoup les échelles, on est presque des géomètres, il y a des échelles pour tout. Il y a l'inventaire neuropsychiatrique qui est pas mal, qui explore les 12 domaines que je vous ai cités tout à l'heure, qui cote la fréquence de chaque symptôme de 0 à 4, qui cote la gravité de chaque symptôme de 1 à 3, et qui fait une sommation de 0 à 144, et qui évalue aussi le retentissement de l'aidant dans chacun des domaines de 0 à 5. C'est une échelle assez facile à utiliser. Vous avez un exemple ici, je l'ai une version en anglais. Les versions en français existent bien sûr. Alors, on arrive au vif du sujet. Encore félicitations à ma fille Aïda pour les petits effets. La gestion des troubles. Tout d'abord, ça peut paraître anecdotique,
mais c'est la partie peut-être la plus importante, c'est les traitements non pharmacologiques. Parce que devant un trouble psychocomportemental, on va tous être tenté d'utiliser un médicament. En général, on choisira le mauvais et on le prescrira à la plus mauvaise dose pour la période la plus longue et donc la plus inadaptée. Alors, il y a eu plein d'études qui ont été faites dans le monde entier parce qu'on cherche des alternatives thérapeutiques. La musicothérapie marche très bien. Ça marche sur l'agitation, la dépression, l'anxiété, l'apathie. On fait danser sur les patients âgés, ça les déstresse, ça les détend. L'activité physique adaptée, elle a plusieurs vertus. Elle décharge le niveau de stress, elle permet de gérer les comportements moteurs aberrants, elle permet aussi de maintenir la bonne santé et la bonne forme et agisse donc sur l'état de santé global du patient. La formation des aidants et des soignants à la gestion pour apprendre à parler à un sujet qui est agité, apprendre à rassurer un patient qui est anxieux. Ça, c'est tout un art, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps et qui marchent très très bien. Souvent, on gère beaucoup de crises de cette manière-là. Et ça permet de limiter la iatrogénie par des thérapeutiques alternatives. Il vaut mieux avoir, par exemple, dans une maison de retraite, une pièce où on laisse déambuler les gens plutôt que de les attacher ou de les assommer avec des neuroleptiques. Le recours aux médicaments, c'est souvent parce qu'il y a une gêne institutionnelle et non pas dans l'intérêt du patient. Les traitements pharmacologiques, ça va vous plaire. Les antipsychotiques, alors c'est évidemment ceux qu'on utilise les plus souvent, mais parce qu'ils sont censés gérer les symptômes les plus perturbateurs. Il faut savoir qu'en France, il n'y en a qu'un seul qui a l'AMM, c'est la risperidone, pour l'agitation dite de la démence. Et il y a une unanimité mondiale pour les utiliser comme première intention. C'est réservé aux formes sévères ou résistantes aux approches non médicamenteuses. J'insiste sur les approches non médicamenteuses. L'indication principale, c'est l'agressivité, les symptômes psychotiques, c'est-à-dire les symptômes productifs, les délires, les hallucinations, quand ils sont gênants. Quand ils sont gênants. Quand ils ne sont pas gênants, il faut les respecter. Il n'y a pas de recommandation sur les troubles du sommeil. La risperidone n'est pas un somnifère, ce n'est pas un hypnotique pour faire dormir les malades qui sont agités la nuit. Ou sur les comportements moteurs aberrants, c'est-à-dire les déambulations. On ne prescrit pas de la risperidone pour essayer que le patient ne bouge le moins possible. Les niveaux d'efficacité dans les études sont faibles à modestes, ce qui montre quand même qu'il faut être vigilant sur leur prescription, et avec des effets secondaires qui sont abondants, à contrario. La risperidone, elle est prescrite pour une durée de 6 semaines dans les agitations rebelles de la maladie d'Alzheimer, et elle produit beaucoup de syndromes extrapyramidaux, et attention au sur-risque d'AVC, et comme je vous le disais, une efficacité modeste selon les études. Le Zyprexa, l'olanzapine, lui aduit un risque métabolique, diabète et surpoids. Et AVC, donc c'est en dernière intention dans les prescriptions de psychotropes chez le sujet âgé. La quiétapine, le xéroquel, qui a une très bonne tolérance, mais malheureusement une efficacité modeste, qui est utilisée surtout pour son effet sédatif et donc prescrit le soir. L'aripiprazole, l'Abilify, avec une demi-vie très longue, ce qu'on n'aime pas beaucoup en gériatrie. En gériatrie, on n'aime pas les médicaments qui ont une demi-vie longue, parce que demi-vie longue, ça veut dire effet secondaire long. Donc on essaie d'éviter les médicaments à demi-vie longue. Un profil de tolérance bon, marche un peu sur l'agitation, c'est plutôt des projections sur l'efficacité sur le sujet jeune. Attention à l'association entre l'escitalopram et le citalopram, le séroplex et le séropram, je ne sais pas si on les appelle comme ça en Algérie, en risque d'allongement du QT. Attention, si vous les associez avec la risperidone, il y a des contre-indications, il y a une précaution d'emploi, il n'y a pas de contre-indication, mais il y a une précaution d'emploi. Donc il faut faire un ECG avant de les associer et faire un ECG après 5 demi-vies pour vérifier qu'il n'y a pas d'allongement du QT. Moi j'ai régulièrement des appels des pharmaciens qui me disent « Docteur, vous avez fait une prescription, il y a du citalopram et du risperidone, est-ce que vous avez bien vérifié ?» Les neuroleptiques, en gros, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. La prescription, elle est gridée par le degré d'urgence, le profil de tolérance. Si on cherche un mécanisme plutôt sédatif ou un mécanisme antiproductif, la forme galénique. En gériatrie, surtout dans les contextes d'agitation et de non-coopération du patient, on aime bien les formes buvables. La risperidone, elle existe en forme buvable et en forme orodispersible qu'on peut facilement glisser dans une boisson ou dans la bouche du patient. La clozapine, c'est un cas particulier, c'est le Leponex qui est bien toléré dans les syndromes parkinsoniens, notamment utilisé dans la démence à accord de Lewy. Son seul problème, c'est la nécessité qu'il impose de surveiller la numération de formules sanguines à cause du risque d'agranulocytose. Ça impose une numération de formules sanguines toutes les semaines pendant 18 semaines et ensuite tous les mois.
Le thiapridal, qui est très traditionnellement utilisé pour calmer l'agitation du sujet âgé, est un vieux neuroleptique. Il est non indiqué dans la gestion des syndromes psychocomportementaux du sujet âgé, malgré cette longue tradition que j'évoquais. Les antidépresseurs. Alors, la dépression, on en a parlé tout à l'heure, ça concerne 30% des patients avec des troubles neurocognitifs. Il y a 20% de dépression dans la maladie, dans la DCL et 10% dans la maladie d'Alzheimer. Ils sont prescrits pour la dépression, mais pas seulement que pour la dépression, parce qu'on les prescrit aussi pour l'apathie, les troubles du sommeil, l'agitation, voire il y a des études sur les syndromes psychotiques pour certains IRS. 4 molécules sont utilisées en gériatrie avec une efficacité prouvée par les études, mais les études ont été surtout faites sur la dépression et la maladie d'Alzheimer. C'est la sertraline, l'escitalopram et le citalopram, la paroxétine et la mirtazapine. La mirtazapine et la sertraline fonctionnent assez bien sur la dépression de la maladie de Parkinson, donc peut-être qu'il y a une possibilité de les prescrire plus facilement dans les démences à corps de Lewy, puisqu'on sait qu'il y a des parenthèses sur les mécanismes neurobiologiques. Les indications, c'est évidemment les antécédents de dépression ou les dépressions caractérisées. En l'absence d'antécédents dépressifs, psychiatriques, on utilisera en premier choix plus facilement la sertraline si vous avez une dépression qui se caractérise surtout pour son anédonie et sa tristesse, avec des doses qui vont entre 50 et 200 mg. Pour une dépression où domine plus l'anxiété, l'insomnie, la mirtazapine avec une prescription nocturne parce qu'elle est sédative avec des doses qui vont entre 15 et 30 mg. En cas de résistance, on utilise assez facilement la venlafaxacine, c'est-à-dire l'Effexor. On commence avec des doses à 37,5, on monte progressivement de 37,5 en 37,5 et on peut aller jusqu'à 225 mg. On attend rarement 225 mg chez le sujet âgé, hein. C'est plus chez le sujet jeune. C'est un antidépresseur qui a des propriétés particulières avec une activité IRS jusqu'à 75 et sur laquelle vient se greffer une activité IRSNA au-delà de 75 mg. Il faut éviter la fluoxétine, hein, la pilule du bonheur, parce que la demi-vie est trop longue et les tricycliques ne sont pas indiqués chez le sujet âgé en raison de leurs effets secondaires trop nombreux pour les sujets âgés. L'apathie n'est pas une indication pour les antidépresseurs, pas une indication. On peut même décrire des apathies induites par les IRS. Dans l'agitation, il y a des études sur le citalopram et les citalopram avec des hauts niveaux de preuve, mais attention toujours avec le citalopram et les citalopram aux effets cardiovasculaires. Pour les troubles du sommeil, on préférera préférentiellement la mirtazapine en alternative aux hypnotiques. La niancérine n'est plus indiquée, ça aussi c'est quelque chose d'assez récent. Il y a eu un rappel récent, la niancérine n'est plus indiquée pour les troubles du sommeil chez le sujet âgé, alors que c'était très largement utilisé avec des doses de 10 mg. Alors attention avec les IRSS à l'hyponatrémie, c'est une complication qui est souvent négligée et qui impose qu'on fasse un ionogramme en début de traitement, une semaine après l'instauration du traitement et à chaque augmentation de dose, une semaine après l'augmentation de la dose. Un facteur qui est aussi extrêmement méconnu, il faut savoir que les IRSS ont un pouvoir anticoagulant, il y a de plus en plus d'études de nos amis pharmaciens qui les ont mis en évidence, donc attention aux patients qui prennent des traitements anticoagulants et qui sont chuteurs, il y a un risque hémorragique qui est majoré. Et comme je vous le disais plus haut, attention à l'association risperidone, citalopram ou escitalopram. On fait de toute façon un ECG avant la prescription de citalopram et d'escitalopram pour chercher un syndrome du QT long. Les benzodiazépines et hypnotiques, on a souvent la main facile sur les benzodiazépines. On choisit souvent les plus mauvaises. Il y a plutôt une recommandation défavorable pour un usage prolongé chez les patients âgés des benzodiazépines dont on sait qu'elles sont sédatives, amnésiantes. Hein. Les benzodiazépines ne sont pas indiquées dans l'agitation agressive, dans les comportements sexuels inappropriés ou les comportements moteurs aberrants. Il y a une place possible en début de traitement de la dépression ou dans l'agitation anxieuse. Il faut toujours choisir des molécules à demi-vie courte, donc on peut recommander l'alprazolam et l'oxazépam. On doit déconseiller l'usage du diazépam qui a non seulement une demi-vie longue, mais dont en plus le métabolite est un métabolite actif, donc il y a aussi des effets. Le midazolam est une drogue particulière, je ne sais pas si vous avez accès en Algérie. En Europe, elle est très utilisée. C'est un produit d'anesthésie au départ, hein, l'hypnovel, le midazolam. Il a beaucoup été utilisé par les médecins de soins palliatifs pour faire de la sédation dans les contextes de fin de vie, pour faire de la sédation continue, pour faire de l'anxiolyse dans les contextes palliatifs de fin de vie. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé en gériatrie, soit avant des soins qui sont générateurs d'anxiété du patient et d'agitation, ou dans la crise comportementale aiguë des patients déments.
C'est un usage facile en sous-cutané. On en parlera un peu plus loin. Les hypnotiques, il y a peu d'études sur les hypnotiques. Il y a surtout des études qui mettent en évidence leurs effets secondaires délétères, c'est-à-dire la sédation et les chutes, et qui découragent leur prescription. L'indication principale, c'est les troubles du sommeil. On sait que le zopiclone est légèrement moins délétère que le zolpidem. Le zolpidem, c'est-à-dire le Stinox, en France, est désormais prescrit sur des ordonnances sécurisées, c'est qui vous montre quand même sa dangerosité, sa toxicité. En théorie, c'est prescrit pour des périodes courtes, et ça doit être utilisé avec précaution chez le sujet âgé. Et on ne doit surtout pas associer un hypnotique avec une benzodiazépine, parce qu'on risque de voir se majorer les effets secondaires, notamment le risque de chute chez le sujet âgé, auquel il faut toujours penser, surtout s'il est ostéoporotique. En ce qui concerne les anticommiciaux et les thymorégulateurs, le lithium, l'acide valproïque, certains antiépileptiques, la carbamazépine, le lamotrigine, l'amictale, la gabapentine et la prégabaline, dont on nous a parlé aussi tout à l'heure avec des usages un peu détournés. Il n'y a pas d'études solides. On est plutôt dans le registre de l'avis d'experts, d'une évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque, en dehors des patients qui ont déjà des troubles bipolaires, par exemple, connus. C'est le cas, par exemple, de la lamotrigine, qui peut être utilisée dans ce cas-là pour l'agitation et l'agressivité. L'acide valproïque a été très très à la mode pendant un certain temps, notamment pour les comportements moteurs aberrants et l'explosivité, entre guillemets, des sujets âgés déments. On est revenu un peu dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de fort niveau de preuve, mais il y a des usages individuels. Je reconnais que je l'ai moi-même utilisé quelques fois. Il faut faire attention aux encéphalopathies à la dépakine, qui sont réelles et qui peuvent conduire à des véritables syndromes d'immobilisation qui sont très délétères pour les patients âgés. Les anticholinésterasiques ne sont plus indiqués, faible niveau de preuve, effets secondaires très importants, ils ont été déremboursés en France, donc ce n'est pas la peine de les prescrire. Alors, il y a des études sur le citalopram avec des doses à 30 mg quand il y a des symptômes dépressifs qui sont associés à des éléments délirants ou des hallucinations, voire la sertraline, ça demandera à être étayé, ne sont pas recommandés, on ne reviendra jamais assez, sur les antipsychotiques typiques, notamment les neuroleptiques de première génération, les benzodiazépines et les antiépileptiques. On peut avoir recours à des prescriptions transitoires d'antipsychotiques en l'absence d'une amélioration rapide. Il faut savoir que cette absence d'amélioration rapide est prédictive de l'échec et il faut donc arrêter ces traitements qui sont souvent plus délétères qu'utiles. Quelques cas de figure particuliers que j'ai pensé bon de vous présenter. La gestion de la crise comportementale. Alors ça, c'est une situation assez explosive, comme l'explosion là. C'est une situation assez explosive, avec une envie de faire vite, rapidement, pour calmer une agitation qui est très perturbante. Alors il faut quand même en gériatrie tempérer les familles, tempérer les collègues qui veulent qu'on calme tout de suite le malade, parce qu'il faut adapter les posologies aux patients. Il faut se rappeler qu'en gériatrie, on est souvent avec des petits poids, avec des poids qui sont plus proches de la pédiatrie que de l'âge adulte. Et il faut penser aussi aux comorbidités. Attention, si vous utilisez des benzodiazépines, à l'insuffisance respiratoire. On a souvent beaucoup de sujets âgés qui ont des insuffisances respiratoires. Attention aux benzodiazépines, notamment aux benzodiazépines à demi-vie longue. Demi-vie longue, c'est effet secondaire long, il faut s'en rappeler toujours. Les antipsychotiques aussi, il faut pas les banaliser l'utilisation. Pendant très longtemps, on a utilisé le Loxapac avec des injections sous-cutanées, c'est facile, ça calme tout le monde, même un grand costaud, sauf que ça peut provoquer des sédations prolongées. Moi, j'ai le souvenir d'un confrère infectiologue qui m'appelait tout paniqué parce qu'il avait hospitalisé dans son service le beau-père d'un médecin généraliste du coin et qui s'était agité pendant le week-end. Il lui avait fait 2 ampoules de Loxapac et le patient était resté allongé pendant 2 jours endormi, sans manger, sans boire. Il avait fait le globe urinaire et il commençait à faire des escarres. Voilà, ça c'est la caricature, mais ça se produit assez régulièrement. Alors qu'est-ce qu'on recommande? Le midazolam dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est un médicament qui est issu de l'anesthésie, qui est très pratique, avec des doses de 1 à 2 mg en sous-cutané. Ça agit en 30 minutes et ça dure pendant 2 heures, c'est très bien, c'est donc une activité assez rapide et assez courte, c'est ce qu'on aime bien en gériatrie. Le lorazépam avec des doses d'1 mg en IM. La risperidone quand vous n'avez pas le choix, commencez par 0,5 mg, vous n'allez pas au-delà d'1 gramme. La loxapine dont je vous ai parlé, mais là il faut plutôt commencer avec des doses de 12,5 à 25 mg. Chez l'adulte, on dit que c'est une ampoule par nombre de personnes nécessaires à maintenir la JT. Dans la démence à corps de Lévy, ou les syndromes psychocomportementaux de la maladie de Parkinson, qui sont souvent assez voisins, on voit beaucoup d'hallucinations et de délires, c'est très fréquent. Il faut traiter que si c'est envahissant, il faut les respecter s'ils ne gênent pas, s'il n'y a pas d'envahissement, pas de perturbation majeure, il ne faut pas traiter.
On a parlé donc de la clozapine, du Leponex. On commence avec des doses à 6,75 et on monte progressivement de 6,75 à chaque fois, avec une dose cible autour de 25 mg. Il ne faut pas oublier de faire la numération de formules sanguines toutes les semaines pendant 18 semaines et ensuite tous les mois, en raison du risque d'agranulocytose sévère. On voit souvent dans les démences à corps de Lévy des troubles du comportement, du sommeil paradoxal, avec des patients qui vivent vraiment leur rêve, qui tapent leur femme, qui cherchent à les étrangler. Alors, on utilise la mélatonine, mais pas la mélatonine du commerce qui est vendue à 1,97. C'est vraiment sous-dosé. On est plutôt sur des doses à 3 mg et on monte jusqu'à 25 mg. Moi, je commence à 5 mg et je monte assez facilement. C'est des préparations magistrales du pharmacien. Et si échec, on peut utiliser le Rivotril, clonazepam, qui a une indication réduite avec une prescription réduite, réservée aux médecins habilités, psychiatres, pédiatres et gériatres. Conclusion, c'est des symptômes inévitables dans l'évolution des démences. Il ne faut pas se laisser déborder par ces symptômes, il ne faut pas se laisser déborder par les collègues qui vous demandent ou les familles qui vous demandent de calmer le patient à toute force. Il faut faire attention. Il faut éviter tant que faire se peut la contention, parce que la contention, c'est une privation de liberté, c'est dégradant et en général, ça majore l'agitation et ça favorise les escarres, ça favorise l'encombrement, ça favorise toutes les complications du syndrome d'immobilisation gériatrique. Attention aux antipsychotiques, se souvenir, comme toujours en gériatrie, il faut retenir ce principe, start slow and go low, on commence tout doucement et on monte tout doucement. Et il faut penser aux